Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de la rédaction d'aujourd'hui, un décryptage qui vous présentera 2 ateliers de sculpture autochtones de l'ethnie Paiwan. Les Paiwan, avec un P donc, sont l'une des 16 ethnies reconnues à Taïwan. Ils sont installés surtout dans le sud de l'île et nous avons donc été visiter d'une part l'atelier Sapari dans le village de Tuban, dans le comté de Taidong, donc plutôt à l'est, et d'autre part l'atelier du Pic dans le village de Lai à Pingdong, de l'autre côté de la même montagne, donc plutôt vers l'ouest. Ces 2 ateliers sont assez différents, mais tous deux montrent la place qu'a la sculpture dans la préservation et la transmission de la culture, des savoir-faire, des rites, mais aussi des légendes. Nous commençons par la visite de l'atelier Sapari, dans le village de Tuban, nommé aussi Trabar en langue paiwan. Mon nom mandarin est Zhang Weiguang et mon nom autochtone, Sarua. Mon atelier de sculpture s'appelle Sapari, qui est le nom autochtone de mon père. Le Sa est le signe que la personne a atteint 50 ans. Mon nom est Rua et comme je viens d'avoir 50 ans, je peux m'appeler Sarua maintenant. Mon père a fondé cet atelier ici à Chuapar. Il a sculpté pendant presque 40 ans, il a gagné des prix, il a travaillé pour des musées, des collectionneurs privés, des églises et toutes sortes d'institutions. Malheureusement, il est maintenant mort. En août 2009, lors du typhon Morakot, il y a eu énormément d'arbres arrachés qui ont été emportés par la rivière. Pour les artistes comme mon père, c'était un cadeau du ciel. Les services publics étaient contents d'avoir de l'aide pour tout nettoyer. Il était possible de ramasser librement ce qu'on voulait. Mon père avait un camion et il ramenait petit à petit des souches, des branches, du bois flotté ramené par la rivière. Mais il a eu un accident en 2011. Alors qu'il récupérait du bois avec un ami et une grue, mon père était juste en dessous quand le tronc, qui était en train d'être soulevé, a glissé et l'a heurté dans la poitrine. Les gens du village ont essayé de le sauver, une ambulance est venue, mais ses blessures étaient trop importantes. Lorsque le père Engli est venu travailler à Tuban, il a vu le talent de Sapari et l'a invité à travailler pour la construction de l'église, d'une église dont Lisa avait réalisé une vidéo et pour laquelle je vous remettrai donc le lien dans la description de ce décryptage. La décoration de cette église avait contribué à rendre Sapari, donc le père de Sarua, plus célèbre. Et aujourd'hui, on peut encore voir dans son atelier beaucoup de ses œuvres, dont une partie ont d'ailleurs une iconographie religieuse, mêlant christianisme et culture autochtone. Au décès du père, c'est d'abord le frère de Sarua qui a pris la suite de l'atelier, et puis Sarua, qui travaillait à ce moment-là à Taipei, est finalement revenu au village et a repris l'atelier à temps plein en 2021. Il expose donc maintenant les œuvres de son père aux côtés des siennes et anime aussi des cours et ateliers de sculpture. Il dit que maintenant, les gens aiment bien aller dans la nature, essayer des activités manuelles, et donc c'est un type d'activité qui plaît beaucoup. Je n'ai pas pu y assister ni participer à un cours de sculpture à l'atelier Sapari, mais à l'atelier du Pic, il y avait justement des élèves en train de travailler lorsque je m'y suis rendue. Nous allons y revenir tout à l'heure. Sarua a continué la présentation de son atelier, à commencer par des imposantes portes en bois massif, gravées, sculptées, qui encadrent l'entrée. Ces 4 panneaux constituent des portes qui ont été réalisées par mon père il y a environ 20 ans. Elles servent à se protéger des intempéries et des typhons. Elles représentent les légendes traditionnelles Paiwan. On y voit le soleil qui a donné 2 œufs placés dans une jarre qui est surveillée par 2 serpents aux 100 pas, un mâle et une femelle. Les œufs ont ensuite éclos pour donner naissance à un homme et une femme qui sont les ancêtres des Paiwan. Parmi les symboles représentés, la plume dans la coiffe est réservée à la famille du chef ou du village. Elle montre le rang de la personne. Les 4 cornes de Munjak sont une preuve de la valeur d'un chasseur, que l'on reconnaît aussi au couteau rituel qui orne sa ceinture. Sarua explique que traditionnellement, à la naissance d'un garçon, le père fabrique un couteau rituel pour son fils, qu'il ne lui donnera qu'une fois qu'il aura atteint la majorité. Ce couteau signifie qu'il peut chasser, qu'il peut être autonome. Dans l'atelier du Pic, Zhuomu Niao Yi Tiaofang, à Lai, il y a justement une boutique avec toute une collection de couteaux et de sabres, à chaque fois rangés dans un fourreau en bois sculpté. Entre armes de chasse, objets traditionnels et œuvres d'art, les lames qui ont été faites de bout en bout par un maître portent sa signature.
alors que si une autre personne a participé à sa fabrication, ne serait-ce qu'un coup de couteau, eh bien elle ne sera pas signée. Song Liling, la patronne, présente un petit couteau en forme de plume, un couteau qui peut donc être offert en tant que cadeau, par exemple à la naissance d'un enfant ou bien lorsque quelqu'un a une promotion. Mais elle explique que le processus de fabrication est très long. Il faut environ 1 mois au maître pour fabriquer le manche en bois, mais le bois ne peut être coupé qu'en hiver. Ensuite, il faut le laisser sécher 3 ans. Il va encore se feindre, il faut enlever cette partie. Il faut aller chercher le bois entre la mi-novembre et la mi-janvier quand il hiberne. Après, quand il bourgeonne, il est plein de sève et ça ne va plus. Dans le hangar à côté, plusieurs élèves travaillent à réaliser des couteaux traditionnels à côté du maître Tu Nanfang. Les cours sont subventionnés par le ministère de la Culture. Mei Qin, l'une des élèves, tresse du rotin autour du manche du couteau. Cela sert à stabiliser la lame, mais aussi à donner une bonne prise sur le manche, et le sens du tressage permet de vérifier qu'on la tient à l'endroit sans avoir besoin de regarder l'arme. Le rotin, qu'on allait traditionnellement chercher soi-même en montagne, est maintenant acheté par facilité et pour gagner du temps. Il doit être trempé une journée entière dans l'eau avant d'être travaillé. Mei Qin, qui en est à son 3e couteau, critique son travail. On voit que le mien est celui d'une débutante par rapport aux autres. Le rotin autour du manche est moins régulier, la fibre est fendue là, et il se superpose un peu. On commence le travail avec des outils électriques et on termine à la main parce que le cours a un temps restreint. Le prof nous apprend aussi à connaître chaque bois, ses veines, pour savoir quel outil convient. Le premier couteau réalisé par les élèves est au motif du serpent au 100 pas. Ensuite, chacun ajuste le degré de complexité des motifs à ses envies et à ses capacités. Il est possible de graver quelques motifs ou bien de sculpter avec plus de volume. La sculpture et la chasse étant des domaines traditionnellement masculins, je l'interroge sur le rôle que les femmes jouent dans ces ateliers, que ce soit la patronne, Song Liling ou bien Mei Qin, qui était la seule femme du groupe d'élèves. Maintenant, les femmes peuvent aussi apprendre à en fabriquer. À Lai, chez les Paiwan, certaines choses se transmettent par ordre de naissance, garçon ou fille, peu importe. C'est une société plus égalitaire, plus équilibrée. Mais il y a des activités qui sont réservées aux hommes, auxquelles les femmes ne peuvent pas participer. Par exemple, on évite de toucher aux couteaux de chasse et aux objets plutôt masculins, en particulier si on a ces règles, sinon c'est de mauvais augure pour eux. Les femmes ont le droit de toucher au couteau pendant leur fabrication et jusqu'à la vente. Ensuite, cela risque de porter malchance aux hommes qui n'arriveront pas à chasser d'animaux. Un autre objet traditionnel qui est exposé à l'atelier du pic sont les doubles verres traditionnels utilisés lors des cérémonies. Il s'agit de 2 gobelets liés l'un à l'autre, sculptés, avec des poignées qui dépassent de part et d'autre pour boire à 2 en même temps, côte à côte. Pour des raisons sanitaires, il y a aussi un nouveau modèle dans lequel on peut mettre 2 petits gobelets en papier. Ce double verre peut servir de cadeau, c'est aussi un objet qui peut être exposé, ou encore servir pour boire lors d'occasions particulières. Pour en revenir à l'atelier Sapari, Sarwa présente une série de 3 sculptures qui racontent une histoire dans laquelle ces doubles verres sont aussi utilisés. L'histoire de cette œuvre est un peu plus intéressante. Mon père a sculpté une histoire réelle que les anciens lui ont racontée. Cette histoire raconte celle d'un garçon qui est allé avec sa petite amie dans la montagne nettoyer un champ et récolter des patates douces. Pour amener les patates douces, il faut emporter ce grand panier. Les deux sont donc partis le matin, dans la montagne. Après avoir fini leur récolte, une fois que le panier était plein, la fille s'est agenouillée pour que le garçon l'aide à le mettre sur sa tête. Il faut savoir qu'avant, les gens ne portaient pas de caleçons ou de culottes, ils avaient des sortes de jupes. Sauf qu'en soulevant le panier, la jupe du garçon s'est accrochée au panier. Les jupes traditionnelles Paiwan sont en portefeuille, elles peuvent s'ouvrir. La fille lui faisait alors face. Et donc, sur la sculpture, elle a la tête tournée sur le côté parce qu'elle a vu sous sa jupe et elle était gênée. Le garçon, lui aussi, a un air gêné. En rentrant à la maison, il raconte ce qui s'est passé à ses parents qui ont répondu qu'il devrait aller faire sa demande en mariage. Si elle a vu ce qu'il y a sous sa jupe, ils ne doivent pas avoir de secret. Le garçon est allé avec ses parents voir la famille de sa copine pour la demander en mariage et négocier les détails. Et ils se sont donc mariés. Ensuite, selon la tradition, lors du mariage, le garçon doit porter la fille sur ses épaules, et c'est ce que représente la 2e sculpture.
La troisième montre les deux jeunes mariés qui boivent dans un double verre, ce qui symbolise l'union des mariés. Je vous invite à regarder la vidéo qui accompagne cette émission réalisée dans l'atelier Sapari pour mettre des images sur les descriptions de ces sculptures. Il y a aussi une sélection de photos à faire défiler, également de l'atelier du Pic, où vous pourrez voir les différents couteaux ainsi que les travaux des élèves. C'était un décryptage présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.